14h09 ici sur la pendule centrale de FIM FM. Toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Comme d'habitude, vous nous écoutez partout en Guinée, ailleurs dans le monde via le www.filmguinée.com, mais aussi via nos applications que vous savez sans doute télécharger désormais. Mais comme vous le faites à l'instant, vous nous suivez sur notre page Facebook, mais également sur la page Twitter, notre chaîne YouTube qui a un petit souci qui est en train d'être résolu par nos techniciens maison. Évidemment, vous êtes les bienvenus dans cet autre numéro de Nord-Sud, l'émission consacrée, comme vous le savez, à la géostratégie internationale, aux relations bi- et multilatérales entre la Guinée et d'autres pays, mais aussi avec les institutions internationales. Bref, l'émission dédiée au multilatéralisme et ses impacts. Ici, donc, nous donnons la parole aux acteurs de la diplomatie, de la coopération, mais également à la diaspora se trouvant aux quatre coins du monde. Cette semaine, bien sûr, et vers la fin de l'émission, nous repartirons en Turquie pour évoquer le quotidien des Guinéens de Turquie à travers Dr Sekouba Condé, président fondateur de l'ONG ASEM, Association d'entraide et de solidarité aux migrants. Vous vous rappelez le jour où l'ambassadeur de la Turquie était dans ce studio, il n'a eu qu'une minute 30 secondes pour parler. Donc nous ferons l'effort aujourd'hui de lui donner un peu plus de temps pour qu'il évoque le quotidien des Guinéens du côté de la Turquie. Notre invité de la semaine, qui n'est pas encore en studio malheureusement, s'appelle Monsieur Diawadou Bari, j'allais dire. Il est consul honoraire du Gabon en Guinée, expert et consultant international. Il me semble qu'il est quand même en ligne, en direct. Monsieur le consul, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Merci justement d'être en ligne en attendant que vous n'arriviez en studio et merci de garder l'écoute, bien entendu. Avec vous, nous évoquerons la question de diplomatie économique et son impact, mais aussi nous parlerons de l'état de la coopération entre la Guinée et le Gabon dont vous êtes donc le consul honoraire en République de Guinée. Ici en studio, comme d'habitude avec moi pour tenir cette émission, Aïssatou Bari. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir Ouri. Cabinet Fofana, l'analyste politique de la maison qui nous retrouve enfin de son congé, en tout cas de son séjour à Paris. Cabinet, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, oui, bonsoir. Ça a été? Très bien. Merci. Merci. Bienvenue à la maison. Merci. Et tout de suite, l'actualité diplomatique d'ici et d'ailleurs. L'actu de la diplomatie internationale avec Aïssatou Bari. Aïssatou, on parle de la signature samedi d'un accord cadre de coopération entre le Mali et la Guinée. Oui, Ouri, il s'agit exactement d'un accord cadre de coopération transfrontalière entre le Mali et la Guinée, un document de 9 pages paraphé par les ministres de l'administration du territoire des deux pays, document qui tient compte des difficultés rencontrées dans la gestion des frontières et des propositions de solutions pour la matérialisation des frontières communes entre les États concernés. Et puis l'Algérie annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc. Le ministre algérien des Affaires étrangères a déclaré en conférence de presse hier mardi avec que le Maroc se prêtait à des actions hostiles envers son pays. Cependant, l'Algérie annonce la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec Rabat. L'annonce a été faite par l'intermédiaire du chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Lors de ce point de presse, le Maroc n'a pas tardé à réagir, regrettant ce qu'il qualifie de prétexte fallacieux, voire absurde, qui motive cette décision. Quant à la Tunisie, elle garde sa frontière avec la Libye fermée. De l'autre côté, fermée en juillet dernier pour des raisons sanitaires, la frontière terrestre entre la Tunisie et la Libye reste encore, malgré des informations annonçant sa prochaine réouverture, ouverte ce jeudi 19 août du côté libyen seulement. Elle a fait l'objet la semaine dernière d'un appel téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. La Tunisie craint pour sa sécurité et semble être informée sur une possible infiltration d'éléments extrémistes sur son territoire. Et puis Biden maintient la date du retrait d'Afghanistan au 31 août malgré la pression de l'UE.
Un sommet virtuel du G7 convoqué en urgence par le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui préside actuellement le groupe des 7 au sujet de l'Afghanistan, s'est tenu ce mardi 24 août. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres ont mis en garde les talibans sur le respect des droits humains et le terrorisme. Les pays européens n'ont en revanche pas su convaincre les États-Unis de poursuivre les évacuations au-delà du 31 août. Et puis la Russie qualifiée d'État occupant par les 46 pays de la plateforme de Crimée. Un sujet qui fait couler actuellement beaucoup d'encre et de salive, il faut le dire, en Ukraine. Plus de 7 ans après l'annexion de la Crimée par la Russie, le gouvernement de Kiev a organisé le premier sommet international destiné à préparer un retour de la Crimée en Ukraine. La plateforme de Crimée a réuni lundi à Kiev les représentants de 46 pays qui se sont mis d'accord sur une déclaration conjointe visant à mettre fin à l'occupation russe sur la péninsule. Et puis info, diplomatie économique à Paris, aujourd'hui même, les entrepreneurs francophones se sont donné rendez-vous. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette rencontre cible les entrepreneurs, représentants patronaux et personnalités institutionnelles des pays de la francophonie dans les secteurs économiques et financiers, numériques et environnementaux. Elle sera l'opportunité de participer à un des plus grands rassemblements français et d'élargir les réseaux d'affaires au sein de la francophonie économique sur le thème liberté. Cette année, les débats s'articuleront autour des questions liées à la liberté de mouvement, de pensée, de commerce, de création et autres. L'objectif est de favoriser les échanges d'expertise et de développement de réseaux entre entrepreneurs francophones, nourrir la réflexion collective sur la place de l'entrepreneuriat dans la francophonie, participer à des tables rondes et ateliers pour débattre sur les axes prioritaires, découvrir l'écosystème entrepreneurial français et plus concrètement poursuivre les échanges entamés lors des 2 grandes rencontres précédentes autour des thèmes entrepreneuriat social, entrepreneuriat féminin, industrie numérique et technologique. Voilà donc en parlant justement de représentants patronaux qui prennent part à cette rencontre des entrepreneurs francophones à Paris qui commence aujourd'hui, qui prend fin demain. Il faut rappeler que le patron de SMB Winning, Fadi Ouazni, prend part à cette rencontre, mais du côté institutionnel, monsieur Lucien Guilao, qui est donc le directeur général de l'ONFPP, également est à Paris. Et d'ailleurs, nous essayerons de l'avoir en direct depuis Paris pour nous parler justement de cette rencontre. Merci Aïssatou pour ce condensé de l'actu de la diplomatie. À présent, nous passons à l'entretien avec notre invité qui est en direct. Monsieur Djawadou Bari, je le disais tout à l'heure, il est donc le consul honoraire du Gabon en Guinée, mais il est également expert et consultant international habitué des questions de diplomatie économique, puisque c'est le sujet dont il s'agit essentiellement. Monsieur Bari, une fois encore, bonsoir, merci de nous retrouver. Oui, bonsoir. Alors, en attendant, comme je l'ai dit tantôt, que vous soyez en studio, abordons donc notre sujet en parlant de diplomatie économique. Que doit-on entendre par là d'abord avant d'entrer dans le développement de ce concept? Bon, déjà, je voudrais un peu me présenter. Je suis avant tout, avant d'être consul honoraire, je suis expert et consultant international. Mm-hmm. C'est d'ailleurs ce qui m'a valu ma prise de poste, ma sélection parmi tant d'autres personnes valeureuses et valables aux fonctions de consul honoraire de la République gabonaise en République de Guinée. Donc, d'autant plus que je vois que pour ce débat sur la diplomatie économique, vous avez surtout besoin de l'œil et de l'analyse de l'expert et consultant international, plutôt que de celui du diplomate dans les relations bilatérales. Absolument. Donc, ce qu'on entend par diplomatie économique, on s'est rendu compte, les États se sont rendus compte que avec la mutation donc des mutations politiques et les grands défis de développement et de co-développement, il était important de renforcer tous les aspects liés à l'économie, puisque les États sont avant tout des entités qui rentrent en négociation et en accord
pour la recherche de leurs intérêts et pour la recherche des intérêts globaux. Donc, on va prendre par exemple le cas de l'Europe. En Europe, la diplomatie belge, la définition de la diplomatie économique au niveau du Royaume de Belgique, c'est la participation du secteur privé dans les activités de négociation pour la promotion du savoir-faire et du tissu économique belge. Nous retrouvons également la même chose donc, dans les pays occidentaux, donc avec souvent l'action de certaines organisations patronales, donc par exemple le MEDEF, le Mouvement des entrepreneurs de France. Et ça tombe bien puisque je devais normalement me rendre à Paris pour la rencontre pour des la entrepreneurs. réunion, donc, pour la rencontre des hommes justement avec des hommes d'affaires avec le MEDEF. Et bon, pour des on va dire des contingences de dernière minute, je n'ai pu faire le déplacement, mais je reste toujours en contact avec eux à distance pour justement des analyses sur l'environnement des affaires en République de Guinée. Alors, donc, oui, je vous écoute. Après cette notion de définition, on va évoluer là-dessus. Oui, Aïssatou Justement, a une autre question. De manière générale, quand on parle de diplomatie économique, ça sous-entend la mise en place de politiques étrangères qui touchent les acteurs économiques. Une diplomatie appliquée dans les rapports Guinée-Gabon. Dites-nous, qu'est-ce que ça a apporté comme fruit? Bon, vous savez certainement que les liens qui lient la République gabonaise et la République de Guinée sont des liens qui datent de très 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 longtemps. Dans tout rapport et dans toute découverte et l'histoire des peuples, les contacts peuvent être faits de plusieurs manières, soit par l'émigration, soit par la découverte, soit d'une manière encore beaucoup plus brutale par la colonisation. Donc les rapports entre les deux républiques ont commencé, on va dire, avec la déportation donc de l'Almami Samori en République gabonaise. Et depuis cette date, on a observé des échanges assez intensifs entre les deux républiques, d'autant plus avec, sur le plan politique, le rôle joué par les deux premiers présidents de la République, des républiques respectives. Bon, le deuxième président, en ce qui concerne la République gabonaise, son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba, et pour la République de Guinée, son Excellence Ahmed Sékou Touré. Donc, à partir de ce moment, compte tenu des idéaux politiques et panafricanistes des uns et des autres, de ces deux personnages, beaucoup d'accords ont été signés dans le cadre justement du rapprochement des deux peuples. Bien. Peut-être qu'on reviendra un peu plus sur ces accords-là dans la partie où on parlera justement de l'état de la coopération Guinée-Gabon, en restant toujours dans l'idée de la diplomatie économique, avant que Kabinet ne prenne la parole. Un peu, moi j'ai envie de savoir, vous avez parlé de cette mutation de la diplomatie politique traditionnelle vers cette diplomatie économique. La question principale aujourd'hui, en 2 minutes, si vous pouvez me donner une réponse là-dessus, c'est quelle est la place que prend désormais cette forme de diplomatie économique dans les relations de coopération diplomatique habituelles que nous connaissons, parce qu'on dit qu'elle est tournée vers plus en plus d'activités économiques, d'échanges commerciaux. Est-ce que vous pouvez citer des exemples qui puissent nous édifier un peu là-dessus? Bon, déjà, vous avez... je vais prendre des exemples généraux, donc je ne focus pas sur le Gabon, puisque vous voulez qu'on se concentre sur le Gabon un peu plus tard. Tout à fait. Je prends par exemple lorsque vous avez le mouvement des entrepreneurs de France, donc le MEDEF international, qui engage des relations avec les États dans le cadre de l'implantation de nouvelles structures. Il va sans dire que ce sont des structures tellement représentatives au niveau de l'économie française qu'elles sont accompagnées par les autorités françaises.
De la même manière, lorsque vous avez des échanges, des forums entre, par exemple, le mouvement des entrepreneurs de Côte d'Ivoire et le mouvement des entrepreneurs de Guinée, des patronats de Guinée, il va sans dire que ce sont des échanges qui se font avec l'appui des autorités. Donc c'est le secteur privé, les deux secteurs privés qui collaborent, mais dans le cadre de voies et moyens, d'opportunités d'investissement, et qui de mieux que les secteurs privés homologues pour montrer les différentes avancées qu'il existe en termes d'amélioration du climat des affaires. Donc en français facile, ou je sais pas, dans un langage plus accessible, ce qui veut dire que aujourd'hui, les relations de partenariat entre les privés de différents États ont pris forme, se sont solidifiés à côté des relations traditionnelles entre État et État. C'est ce qui se met au devant de la scène aujourd'hui et peut-être qui se matérialise par cette rencontre des entrepreneurs francophones qui se tient à Paris, dont on parlait tout à l'heure. C'est un peu cela? Bon, avant donc justement les dernières mutations, donc puisque il faut faire un peu l'histoire, hein. En République de Guinée, bon, le système idéologique n'était pas le même que celui dans un pays purement capitaliste, ou bien qui avait opté pour l'idéologie plus capitaliste. Donc maintenant que tout est harmonisé, puisque même aujourd'hui la Chine et la Russie ont développé un capitalisme d'État assez agressif, les secteurs privés, puisqu'il ne s'agit que d'eux, doivent collaborer, les États doivent collaborer entre eux pour justement le développement des investissements attractifs dans les pays de destination. Bien, donc, on reste là-dessus. On va écouter Cabinet Fofana, peut-être en 30 secondes avant d'aller à la pause. Quelle perception, quelle compréhension du concept de diplomatie économique à côté de la diplomatie traditionnelle que nous connaissons, on va dire politique entre État et État? Non, en fait, il faut y comprendre la volonté d'utiliser la diplomatie comme un levier économique. Et tout à l'heure, vous étiez en train vous avez fait mention de l'exemple de l'espace francophone et qui est aujourd'hui perçu comme un atout économique, parce qu'il faut savoir que la population francophone ou francophone plutôt est de près de 512 millions de personnes, et à l'horizon 2060, les projections sont autour de 800 millions. C'est quand même une bonne trentaine de pays qui partagent la langue française. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser cet espace-là et pour en faire un levier économique. Et ceci se rapporte à une réalité qui soit, par exemple, de pouvoir créer des espaces de libre-échange et de faire en sorte que la langue, à travers donc la langue française, que l'espace francophone soit un espace qui permette de trouver de l'emploi, de trouver de la formation, mais aussi que ceci soit un débouché économique important. Juste une pause et derrière nous nous retrouverons pour continuer cette émission. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre un peu partout dans le monde. Nous sommes donc de retour dans ce studio, toujours dans Nord-Sud. Nous parlons de diplomatie économique, ce que c'est, son impact et sa place dans les relations diplomatiques habituelles. Évidemment, l'invité de la semaine, vous l'aviez entendu tout à l'heure, M. Diawadou Bari, consul honoraire du Gabon en Guinée, mais expert et consultant international qui nous donne un peu, si vous voulez, son savoir sur ce concept de diplomatie économique, bien entendu, mais aussi nous aurons tout à l'heure Monsieur Lucien Guilao en direct, et puisque je parlais de la rencontre des entrepreneurs francophones qui commence à Paris aujourd'hui même pour prendre fin demain si je ne m'abuse. Monsieur Lucien Guilao, directeur général de l'ONFP, en direct. Monsieur Guilao, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors je rappelle que vous êtes à Paris en ce moment. Dites-nous un peu quel est le climat qui prévaut de ce côté, quelle est la principale motivation de ce type de rencontre qu'on appelle rencontre des entrepreneurs francophones. Bon, le climat, comme vous le savez, hein, on est en plein été, ça va, et il y a un climat de confiance et d'optimisme qui souffle sur cette rencontre. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les États francophones et les entreprises francophones, les entrepreneurs francophones se sont décidés à se rencontrer.
se sont rendus compte que la francophonie jusque-là était beaucoup plus politique qu'économique et que les hommes d'affaires francophones avaient du mal à se rencontrer un peu comme ça se passe dans les autres espaces. Le potentiel qui est là, c'est 16% du PIB que représente la francophonie et qu'il y avait au moins 600 entrepreneurs et 5 ou 6 patronats, etc. Donc, la première rencontre, c'était déjà de prendre la mesure de la chose et de se rendre compte qu'on gagnerait plus à se parler en tant qu'entre hommes d'affaires qu'autre chose. Et tout le monde sortira gagnant de ce genre de rencontre. Et moi, je suis là dans le cadre de la formation professionnelle et dans le cadre de la transition numérique, de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Donc, comme vous le savez, la formation, on peut avoir énormément de ressources. Tant qu'on n'a pas de ressources humaines qualifiées, ce n'est pas une bonne chose, et pour l'Afrique, et pour l'espace francophone. Et c'est un peu pour ça que moi je suis là aujourd'hui. Et ceci est bien en rapport avec notre thème d'aujourd'hui, qui est donc la diplomatie économique. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'effet qu'il faut attendre de cette rencontre, c'est un peu, si vous voulez, la consolidation des relations, des rapports entre hommes d'affaires de l'espace francophone du monde, de booster les échanges commerciaux entre ces différents pays. Ouais. Absolument. Absolument. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a décidé tous ensemble ici, à commencer par le président du mouvement des entreprises françaises, le ministre français des Français de l'étranger, le président malgache, le premier ministre ivoirien. Tous ont convenu que ce genre de rencontre doit être institutionnalisé et que désormais, il faudra compter avec l'espace francophone sur les marchés, quoi. Oui, Aïssatou Bari, une question. Justement, monsieur le directeur, au-delà de l'aspect décliné par vous, certains estiment que cette initiative est une politique de reconquête du continent par la France. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous êtes du même avis? Au plan économique, peut-être? Je n'ai pas encore compris j'ai pas compris toute la question. Répétez, s'il vous plaît. Vous venez tout à l'heure de nous donner les détails. L'idée recherchée, c'est, selon vous, de rapprocher les pays de la francophonie. Pour certains observateurs, cette initiative de la France vise à reconquérir le continent qui fait l'objet de convoitises de la part des États-Unis, la Russie et autres. Est-ce que vous êtes du même avis? Mais absolument. Tout le monde réfléchit en termes de marché, en termes de part de marché et en termes de compétitivité. Le constat qui est fait, c'est que l'espace francophone n'a pas encore démarré sur le plan économique. C'est la première rencontre. On vous dit bien que c'était la première rencontre des hommes d'affaires francophones. Et je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que ça vient d'un constat. Le constat selon lequel les entreprises françaises ont laissé énormément de place aux autres entreprises, notamment les Chinois. Ça, c'est absolument vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas aussi leur en vouloir de vous. Il faut bien qu'ils réagissent. Les Africains francophones ont décidé de réagir parce que on sait qu'il y a un énorme potentiel à échanger entre États francophones. Bien. Alors oui, cabinet, est-ce que la langue, cabinet Fofana, qui est avec nous en studio, la langue peut justement faciliter ce rapprochement, justement? Absolument. Quand on parle tous la même langue, c'est encore plus facile. Les mots viennent aisément et on s'explique plus facilement. La langue, c'est un facteur de rapprochement. Et quand en face de toi, tu as besoin d'un marché et que tu vas sur ce marché, que tu trouves que la langue qui est parlée là est celle que tu comprends et celle que tu maîtrises, c'est très important. Voilà, on va écouter l'analyse de... Dans tous les sens, même dans la lecture des contrats. Absolument. Il n'est pas facile de lire, pour un Français, pour un francophone, il est difficile de lire et d'interpréter un contrat anglophone qui a plus de subtilité que les contrats francophones déjà.
Oui, cabinet. Oui, je suis absolument d'accord avec le directeur général de l'ONFP. Et l'objectif est de faire de la langue, en fait, transformer le français en langue utile. Aujourd'hui, cet objectif-là, le concept est d'ailleurs de plus en plus repris par le MEDEF, qui dit qu'il faut faire de la langue française une langue utile, ce qui veut en fait dire qu'il faut trouver de l'emploi à travers la langue, une formation et construire des investisseurs qui puissent pénétrer, disons, des marchés importants qui restent dominés aujourd'hui par le chinois ou par d'autres. On sait par exemple que lorsque vous regardez un peu dans le monde des finances publiques, les avocats, les cabinets d'avocats anglais donc sont les plus présents. Donc l'idée de transformer la langue française et d'en faire une arme économique se rapporte à cela, parce que lorsque vous regardez, c'est quand même un espace important. Vous avez en moyenne 512 millions de personnes avec une projection de près de 800 millions en 2060, et la langue française est quand même 800 millions d'habitants, 800 millions, un marché de 800 millions, c'est important. Ça fait un espace économique assez dense qu'il faut sans doute développer, dont il faut profiter. Notre thème du jour, donc l'économie, je vais dire la diplomatie économique, qui est vraiment, on va dire, en harmonie, en accord avec ce qui se tient aujourd'hui à Paris, cette rencontre des entrepreneurs francophones. Monsieur Lucien Guilao, donc, qui est directeur général de l'ONFP, l'Office national pour la formation et le perfectionnement professionnel, qui prend part à cette rencontre. Peut-être dernier mot, parce que nous sommes très pris par le temps avant de vous laisser. Vous êtes là-bas comme représentant institutionnel, parce que cela a été dit, il y a des représentants patronaux et personnalités institutionnelles à cette rencontre. Oui, il y a du monde. Hein. Du côté de la Guinée, on a le groupe PSEP qui est présent, il y a Satina Mariamati Kianlo qui est présente, il y a Kamsa Petroleum qui est présent avec son président directeur général Louis Camara. Et je citais tout à l'heure Fadi Wazni aussi de SMB Winning. Fadi Wazni est présent, il a animé un panel hier sur les grands projets. En tout cas, ce que moi, de mon point de vue, c'est il fallait être là. Il y a énormément d'hommes d'affaires. Chacun est intéressé par son prochain. Chacun est intéressé par le pays des voisins. Et c'est quelque chose d'assez dynamique et d'assez singulier qui s'est passé. Quand des ministres et des présidents de la République se déplacent pour cette première rencontre, ça veut dire que la prise de conscience est effective, ça veut dire que on a envie de marcher ensemble et de prospérer ensemble. Voilà. Déjà, le slogan de la marche, je dis le slogan de cette rencontre, c'est prospérer ensemble, partager la prospérité ensemble. Tout à fait. C'était dit, et moi je trouve que c'est une bonne chose. Merci. Monsieur Guilao. L'autre aspect positif que je tire de ça, c'est que on a mis la formation professionnelle au cœur de ces rencontres, parce que les entreprises sont les principales bénéficiaires des ressources humaines que nous formons et que nous qualifions. Elles ont intérêt à participer et à cofinancer les dispositifs de formation professionnelle. Bien. Monsieur Lucien Guilao, merci vraiment de votre disponibilité. Sans doute à votre retour à Conakry, nous vous inviterons pour largement parler de ce sujet et de cette rencontre. Un très bon séjour à vous du côté de Paris. Merci à vous et à bientôt. Merci, à bientôt. Sans transition, nous restons en studio. Notre invité nous a enfin rejoint, même si ce ne sera pas pour trop longtemps maintenant. Monsieur Djavadou Barry, je le disais, enfin dans ce studio. Monsieur le consul, une fois encore, bienvenue. Oui, merci, bonjour. Vous ne voulez pas qu'on vous appelle tout le temps consul, mais voyez-vous, c'est une émission diplomatique, en même temps qui parle de diplomatie économique. Donc, vos deux casquettes sont sollicitées dans cette émission. On reste avec vous rapidement. Vous étiez en train justement de développer ce concept de diplomatie économique. C'est notre thème du jour. Et comme par hasard, ça coïncide avec un tel événement à Paris qui est la matérialisation même de ce concept, c'est-à-dire des entrepreneurs de l'espace francophone qui se retrouvent pour parler affaires, pour parler harmonisation de leur démarche, de leur expertise. Là-dessus, pour continuer. Oui, ça prouve que votre démarche est cohérente. Moi, j'avais jamais écouté votre émission, mais je vois qu'il y a une très grande cohérence dans ce que vous faites. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, j'avais entamé un certain nombre
un certain nombre de sujets en disant que c'est vrai que le capitalisme d'État, etc., de la part des sociétés chinoises et des sociétés russes, etc., des BRICS, font en sorte qu'on peut vraiment... On est obligé maintenant de parler de diplomatie économique. Mais ce qu'il faudrait plutôt... ce sur quoi il faudrait se concentrer, ce n'est pas surtout sur les capitaux, les investissements directs étrangers. Parce que ce qui fait le développement, puisqu'on parle de développement et de co-développement, vous avez vu qu'à Paris, en ce moment, ils avaient un panel de présidents de la République, un panel d'autres autorités de l'État qui sont présentes. C'est surtout les aspects de co-développement. Ouais. Et le co-développement, effectivement, il y a la formation humaine, mais il y a également et surtout le contenu local. Le contenu local, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, le tissu industriel des pays qui sont les nôtres, ce sont des petites et moyennes entreprises. Des petites et moyennes entreprises qui ont besoin de marché. On pousse les gens à l'entrepreneuriat, faites votre société, mais lorsque ces grands projets arrivent, on n'a pas, ces petites et moyennes entreprises n'ont pas la possibilité de bénéficier de ces marchés. Non pas parce que l'État ne fait pas des efforts, mais parce que déjà, ceux qui arrivent, les investisseurs directs étrangers qui arrivent, ne sont pas dans une politique de responsabilité sociétale d'entreprise. Bien. Je parle notamment d'entreprises des BRICS, des entreprises russes, des entreprises chinoises. Même dans le cadre des grands projets ou dans le code des marchés publics, il est bien écrit que on parle de co-traitance et de sous-traitance jusqu'à 30% et du respect donc justement de ces dispositions. On voit que sous prétexte qu'elles viennent dans le cadre d'un capitalisme, d'une diplomatie économique, parce que même aujourd'hui, une société chinoise privée va dire qu'elle vient dans le cadre d'une diplomatie économique. Et elle va se targuer d'avoir la protection de ces dispositions mises en place pour justement attirer les investisseurs. Mais non, c'est pour ça que dans le sens où les débats sont en train d'être menés en France, je pense que ceux qui sont sur place devraient surtout, s'il y a des organisations de la société civile, devraient surtout s'appesantir sur le contenu local. Le contenu local. Juste pour vous préciser que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître au MEDEF international. En 2017-2018, j'ai travaillé avec eux sur un rapport financé par la Banque mondiale. Dans ce rapport, il y avait tout un dispositif pour justement amener à développer le contenu local en République de Guinée. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas se cacher, se voiler la face. La plupart des entreprises qui sont des employeurs ici, ce sont des entreprises, en majorité des entreprises françaises. Yeah. Vous prenez le cas des grands groupes comme Bolloré, ce sont des entreprises qui sont là de manière historique et qui ont développé leurs tentacules. Vous prenez les grandes enseignes, également, c'est la même chose. Je parle d'entreprises qui ont compris, qui sont là pour des intérêts non seulement nationaux, mais qui sont également dans le cadre justement de promouvoir l'image de leur pays. Lorsque le travail que nous avons fait avec le MEDEF international, c'est un travail qui permettait, justement dans le cadre du contenu local, à monter en gamme. C'est-à-dire que le transfert de technologie qui doit être mis en place, ce n'est pas seulement des contrats qui doivent être donnés dans le cadre des activités de gardiennage, etc. Hein? Oui. Alors, Aïssa, tu as une question, peut-être une dernière, avant qu'on aille avec la Guinée de la diaspora, parce que le temps nous manque énormément. Oui, ça, très rapidement, monsieur le consul, nous avons eu à aborder de long en large le concept de diplomatie économique, son rapport avec l'événement qui se tient actuellement du côté de Paris. Un autre événement se prépare du côté du Gabon. Oui. Il va porter sur quoi ? Vous parlez du forum sur les entreprises, les PME au niveau des différentes régions. C'est cela dont vous parlez ? Oui. Bon, là-dessus, je n'ai pas vraiment d'informations, puisque je viens à peine de clôturer un dossier, il faut que je prenne le bain pour aller dans un autre dossier. Mais justement, en parlant des échanges entre les deux pays, entre la République de Guinée et la République gabonaise, il y a des accords qui ont été signés, notamment en 2019, qui avaient été initiés. Donc, au départ, le ministre de l'Industrie et des PME, c'était le ministre Boubacar Bari. Et dans le cadre de la continuité de l'administration, le ministre actuel, le ministre Tibou Camara, avait donc étudié le dossier, avait revu le dossier et avait accepté d'aller dans ce sens. Donc ce sont des échanges qui portent autour du développement des zones industrielles et des zones économiques spéciales. Vous savez qu'en espace francophone,
excusez-moi, puisque nous en parlons, tout est lié. Oui. Dans l'espace francophone, la République gabonaise, quand même, est un pays qui est très dynamique dans l'espace francophone subsaharien, puisque sa zone économique spéciale, qui est celle de Coq, avec laquelle, justement, la Guinée a un accord, justement, pour le développement des zones économiques en Guinée, et une zone qui a été considérée comme numéro 1 par le Financial Times. D'accord. Donc, il y a des choses qui sont faites, elles mettent du temps à être mises en place. Bon, ce sont certainement liées à des contingences d'ordre administratif et d'ordre politique, mais les canaux sont là, les canaux de transmission sont là, et les vecteurs de croissance sont également posés pour que nous puissions activer et animer tous ces accords-là. Bien. J'avoue que nous aurons le temps à d'autres occasions pour revenir sur notamment cette coopération Guinée-Gabon. Elle nous intéresse beaucoup, et le développement des zones économiques qui sont en Guinée et au Gabon. Le cas par exemple de Bokeh, qui a fait l'objet d'un décret de la part du président de la République. Mais en attendant, donnons la parole à la diaspora avec M. Condé qui est déjà en direct. FIM FM, Nord-Sud, parole à la diaspora guinéenne. Voilà donc Monsieur Sekouba Condé. Il est le président fondateur de l'ONG ASEM, Association d'entraide et de solidarité aux migrants. Monsieur Condé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va, Dieu merci. Une fois encore, bienvenue. Nous parlons des Guinéens du côté de la Turquie. La dernière fois, vous aviez commencé à nous dépeindre la situation, sauf qu'on n'avait pas assez de temps. Nous en avons pour 5-6 minutes aujourd'hui. Une fois encore, on vous écoute. Comment est-ce que les Guinéens vivent du côté de la Turquie, votre quotidien de ce côté, à l'attention des autorités guinéennes? Ok, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Comme je vous ai dit tantôt, je suis là à peine 10 ans. Les difficultés que les Guinéens ont ici, d'abord, c'est des difficultés de permis de résidence. Beaucoup de Guinéens qui viennent ici en Turquie viennent avec leur visa. Et quand ils viennent avec les visa de 3 mois, et on leur demande de rester sur le sol turc pour 1 mois, ils déposent au niveau du ministère de l'immigration pour l'obtention de la résidence afin qu'ils soient légaux. Mais sur les 90 qui déposent leur dossier, les 3 à 4% sont acceptés. On les donne les résidences d'un an. Donc, nous avons des problèmes de résidence ici et de l'autorisation de travail. Et même si vous avez cette résidence et que vous n'avez pas l'autorisation de travail, vous ne pouvez pas travailler officiellement. Et ceux qui sont là, ils travaillent dans le noir. Et quand on te prend en train de travailler dans le noir et que tu as la résidence, et là, on peut prendre d'un coup comme ça, et puis on casse. Et d'un moment à l'autre, tu vas te retrouver illégal. Et actuellement, avec la poursuite d'arrestation, ici actuellement, beaucoup de Guinéens n'osent pas sortir même la journée, sauf la nuit parfois, pour se promener. Et donc nous avons des problèmes de documents, nous avons des problèmes d'autorisation de travail, et les difficultés sont vraiment énormes. Bien. Alors, très énorme, parce que la vie des Guinéens ici est très très difficile. Très difficile. Mais nous avons quand même une représentation. Nous avons une représentation diplomatique là-bas. Il y a certainement un ambassadeur. Est-ce que vous êtes allé à leur rencontre pour poser ces problèmes? Et le président Alpha Condé lui-même, s'il n'est pas déjà rentré, était en Turquie pour les vacances. Est-ce que vous avez demandé à le rencontrer pour lui poser ces problèmes? Messieurs les journalistes, je vais vous dire, je pense que c'est un clan qui est à l'extérieur ici. Quand le président veut venir ici, nous, la communauté, nous ne sommes pas informés. C'est seulement les gens qui sont au niveau de l'ambassade qui l'entourent et qui ferment entre eux. Il est venu ici, le président n'a jamais cherché à rencontrer la communauté guinéenne ici. Mais nous avons essayé de voir son excellence, monsieur l'ambassadeur, pour pouvoir l'expliquer la situation. On l'a rencontré à maintes reprises pour pouvoir l'expliquer la situation dont vivent les Guinéens ici. Et du coup, beaucoup de nos frères vivent ici avec leurs femmes. Et si le père n'a pas de documents, la maman n'a pas de documents,
même si un enfant vient ici, tu ne peux pas le déclarer officiellement. Et du coup, tu ne peux pas sortir officiellement avec ton enfant. D'accord. Parce que l'enfant n'est pas déclaré. Et du coup, encore, si l'enfant n'est pas déclaré officiellement, ton enfant n'ira jamais à l'école. Donc, ça veut dire que c'est difficile de s'établir dans la durée en Turquie actuellement parce qu'on ne donne pas les papiers assez facilement et l'ambassade ne vous aide pas non plus. Non plus. Parfois, s'il y a des arrestations, c'est moi avec mon ONG, avec l'assistance de Mme Lerzan, nous contactons des avocats, défenseurs des droits de l'homme pour pouvoir essayer d'intervenir pour libérer ces personnes. Bien. Sinon, quand on les arrête, on les envoie d'un centre de refoulement à un autre centre. Après 30 jours, on les libère en leur donnant un document pour dire que nous vous donnons 20 jours de quitter le sol turc. Donc ici, même si tu fais 20 ans et que tu n'as pas de document, c'est comme quelqu'un qui vit dans la clandestinité. Oui, dans la clandestinité. Bien, Monsieur Condé, Monsieur Condé, voilà, Monsieur Condé, dernière question, vous n'avez pas pu rencontrer le président Alpha Condé, n'est-ce pas, c'est ça? Jamais. Voilà. Même sauf en 2015 que j'ai eu cette opportunité pour pouvoir le rencontrer. Je vais parler de cette fois-ci. Je vais parler de cette fois-ci parce qu'il est en vacances. Il est en vacances. Non, la communauté, non. N'a pas pu le rencontrer. La communauté n'a pas pu le rencontrer. On ne connaissait même pas son programme ici. Bien, merci. Monsieur Condé, je vous préviens, enfin, je vous garantis une fois encore, la prochaine fois, nous allons prendre les autorisations de travail et on va développer cet aspect aussi. Comment est-ce que c'est difficile de l'avoir en Turquie? La prochaine fois, nous allons développer cet aspect lié notamment aux autorisations de travail. Merci. Je pense que tous les Guinéens vous ont écouté, les autorités aussi, j'espère. À la prochaine fois pour encore vous écouter. Merci, au revoir. Voilà, monsieur le consul, en 30 secondes, dernier mot. Oui. Dernier mot. Sur la diplomatie économique, donc on va s'attendre à ce qu'elle soit de plus en plus développée, puisque c'est, comme je le disais dans la première partie, puisque on n'a plus de diplomatie plus ou moins politique, c'est-à-dire on est tous quasiment sur la même longueur d'onde, tous les États sont sur la même longueur d'onde, que le plus important c'est le co-développement avec les mouvements de migration et le développement du secteur privé. Et justement, dans ce cadre de cette orientation-là, le contenu local, le développement du tissu industriel et économique à travers les PME, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. C'est là-dessus qu'on s'arrête. Et évidemment, des concepts comme la globalisation par les Sud, la route de la soie, est-ce que tout ça ramène à ces sujets? Je voudrais bien que la prochaine fois, vous reveniez et qu'on développe cet ensemble de sujets, Inch'Allah. Merci, Cabinet Fofana. Merci. Merci, Aïssatou. Merci à notre invité, à M. Lucien et tous ceux qui étaient connectés. Merci à nos techniciens. À mercredi prochain pour un autre sujet. Au revoir.